Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà là, si vous êtes déjà arrivés. Je vous laisse le temps tranquillement de nous rejoindre. Et donc, pour les personnes qui nous regarderont en replay, donc je suis avec Flora. Coucou Flora, Coucou, ça va? merci pour cette invitation. Bah écoute, avec grand plaisir, je suis hyper contente qu'on puisse la faire. Et donc pour commencer, je voudrais juste déjà rappeler le thème de ce live, donc qui est évoluer, faire ses choix et se réaligner. Et c'est un sujet qui m'est venu en discutant avec Flora. Je me suis dit non mais c'est tellement évident, c'est ça le sujet dont il faut qu'on parle ensemble. Avant de commencer, est-ce que Flora, tu veux bien en quelques mots te présenter, nous dire qui tu es avec tes différentes casquettes? Oui, alors après, j'espérais d'une certaine manière que tu le ferais. C'est toujours un exercice qui est délicat pour moi. Mais pour essayer de le dire un peu simplement, je l'assume beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai du mal à me présenter en 2 mots si je veux être un peu exhaustive et en tout cas me présenter d'une manière qui corresponde à ce que je suis et fais aujourd'hui. On peut dire que je suis journaliste et plume. Je collabore notamment avec la revue Yggdrasil, qui a été fondée en grande partie par Pablo Servigne et par Yvan Saint-Jour, qui est un éditeur notamment qui a créé Kaizen et la Maison écologique. Et donc Yggdrasil, est vraiment un endroit où j'aime écrire, puisque je peux proposer des sujets qui parlent de ce qui est vraiment important pour moi, d'écoféminisme, de la manière dont la fiction peut permettre de traiter de ces questions parfois difficiles d'effondrement et de renouveau. Par ailleurs, en fait, mon métier aujourd'hui, ce qui me rapporte principalement, enfin ce qui me permet de gagner ma vie, c'est l'accompagnement de campagnes de crowdfunding, donc de financement participatif, où ces derniers temps, j'ai plutôt accompagné des médias engagés, donc Yggdrasil, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai fait la campagne en binôme avec Marie, avec qui j'ai pas mal travaillé. Et la dernière grosse campagne que j'ai faite, qui était vraiment chouette, où j'ai fait la stratégie de campagne avec les 4 fondatrices, c'est La Déferlante, qui est une revue féministe qui se lance là, que je viens de recevoir et qui sort en librairie le 4 mars. Voilà, donc j'ai d'un côté cette casquette de plume, de journaliste, de l'autre, c'est campagne de financement participatif. Depuis 2 ans, je suis installée dans une ferme vivrière du Cantal. Une ferme vivrière, c'est tout simplement qu'on est en quête de notre autonomie, d'une forme d'autosuffisance, et on n'a pas une exploitation agricole. C'est ça la différence principale. Je l'explique parce que souvent, les gens ne comprennent pas toujours. Quand je dis que j'habite dans une ferme, on me demande « Ah bon, mais vous produisez quoi ?» Donc, les principes en fait qu'on suit et que mon compagnon suit depuis qu'il a investi ce lieu sont les principes de la permaculture. On donne aussi des stages, donc lui donne des stages et moi je les rejoins dans des stages longs, notamment les cours de design en permaculture qu'on anime tous les deux. Moi de mon côté, j'ai comme projet de me former aux plantes aromatiques et médicinales, mais en sachant pas très bien ce que je vais en faire. Et pour que la présentation soit à peu près complète en l'état, j'écris un livre qui sortira le 23 septembre aux éditions Florent Massot, enfin aux éditions Massot désormais, mais l'éditeur est Florent Massot. Ce livre présente le cheminement de ces 6 dernières années, où j'ai transformé ma vie un peu de fond en comble suite à une crise existentielle assez grave et profonde, l'année de Charlie, du Bataclan et de la COP21. Donc, il y avait une résonance forte, mais on va en reparler de tout ça. Une résonance forte, et j'ai presque fini, entre finalement le contexte sociétal, la crise démocratique, politique, sociale, et ce que moi je ressentais dans ma vie privée, professionnelle. Et donc ce livre qui s'appelle donc Nos voix de résilience, comme aujourd'hui la page et le groupe qui sont associés au livre, il présente ça, et surtout il présente des portraits sensibles que je fais de gens qui pour moi explorent des pistes qui me paraissent absolument essentielles dans le contexte dans lequel on est, d'effondrement, mais aussi de favoriser cette résilience.
mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Donc, tu vois, je pense que j'étais assez exhaustive et en même temps pas si longue. Voilà. Donc, Ouais, bravo. voilà, ça me Ouais, permet de. c'est un exercice qui est pas facile, c'est sûr, hein, de se présenter quand on a plein de centres d'intérêt, plein de projets en même temps. Bah, surtout, et c'est ça que j'ai trouvé chouette dans ta proposition, c'est que pendant de nombreuses années, enfin ces dernières années, surtout après cette crise et où j'ai commencé à explorer des pistes diverses et variées, j'assumais pas, en tout cas pas bien, pas aussi bien, que toutes ces facettes que je viens de décrire, en fait, ne sont pas ou de ma vie privée ou de ma vie professionnelle ou quoi, mais qu'il y a une forme de cohérence de cet ensemble qui fait sens pour moi et qui fait sens dans le contexte dans lequel on est. Et que c'est pas juste donner plusieurs caractéristiques, plusieurs métiers ou plusieurs facettes, mais au contraire essayer d'expliciter dans quelle mesure ces différentes facettes font partie de ma cohérence et de mon alignement actuel, quoi. Ouais, ouais. Et ça, à mon avis, je vois donc on a quelques personnes là qui nous regardent en direct. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà en direct dans les commentaires si ça vous parle ce que vient de dire Flora, cette histoire d'avoir plusieurs facettes en fait qui sont là et d'essayer de voir la cohérence entre tout ça et en même temps de se dire bah oui en fait ça fait partie d'un tout et ce tout bah en fait c'est moi et de réussir à l'assumer et plutôt que de s'en excuser ou de chercher à rentrer dans des cases à tout prix. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pourriez me dire en commentaire? Comme ça va permettre de commencer à lancer un petit peu l'échange, puisque là, l'idée, c'est, donc vous voyez maintenant, donc moi, ça fait un petit moment que je fais des interviews de femmes inspirantes. Jusqu'à présent, elles étaient enregistrées en amont. Là, on les fait en direct. Et l'idée de les faire en direct, c'est aussi qu'on puisse interagir ensemble. Donc, que vous puissiez nous dire, bah voilà, est-ce que ça vous parle? Et puis ensuite, on pourra aussi prendre vos questions pour Flora, même si moi, j'en ai déjà pas mal aussi. On a plein. Ouais, bah, normal. c'est, c'est un peu... Enfin voilà, je suis une boîte à questions, on va dire. Donc voilà, en attendant que vos commentaires arrivent, je vais faire une rapide présentation peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas, peut-être les personnes qui arrivent depuis la communauté de Flora. Donc moi je m'appelle Lydie et donc je suis la créatrice de La Forêt qui pousse. Et avec La Forêt qui pousse, j'accompagne les femmes qui sont passionnées, qui sont engagées et qui veulent développer des projets qui ont du sens pour elles sans s'épuiser, sans s'oublier. Et donc, comme Flora, j'ai aussi ce mode de fonctionnement qui part un petit peu dans tous les sens et j'ai d'autres projets, des projets citoyens notamment en parallèle. Voilà, je suis très investie dans notre école alternative, dans notre tiers-lieu qu'on a créé, dans un futur habitat partagé aussi. Bon, bref, voilà, pas mal de projets juste pour dépeindre rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, on a Marion qui dit coucou, chouette de voir les personnes avec 50 projets, y compris des je sais pas à quoi ça va me mener. Merci, Ouais. merci Lydie. Oui, voilà. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Donc c'est ça qu'on va pouvoir voir ensemble là pendant ce petit direct. Et du coup, pour commencer, Flora, est-ce que tu pourrais, voilà, déjà nous raconter c'est quoi les choix que tu as pu faire ces dernières années? Tu nous en as parlé un petit peu rapidement. Tu nous as dit qu'en gros, depuis 2015, hein, c'est ça, hein, depuis 2015, grosse révolution, ça a brassé, il y a eu plein de changements, mais globalement, c'est quoi ces changements? Alors, je pense que ça y est, je me réentends en écho. Donc, je vais peut-être enlever mes. Voilà, je vais essayer autrement. Je dirais que le premier des changements que j'ai fait, ça a été de quitter C'est dans l'air, qui était une émission de télé dans laquelle je travaillais. Et donc j'y étais pour faire un long remplacement, mais j'avais la possibilité de rester. Et en fait, c'est arrivé au moment des attentats de Charlie. Et je les ai extrêmement mal vécus. J'ai extrêmement mal vécu de tourner en boucle devant BFM, de devoir aller donner des mauvaises nouvelles en live. Notamment, j'ai un souvenir très très fort d'une émission que j'ai dû. En fait, je m'occupais du plateau, donc je choisissais les invités et je préparais l'émission pour l'animatrice. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est quand même important. Parce que en fait, j'ai identifié très clairement ce moment comme aussi un moment de décision.
et je l'ai pas perçu tout de suite son importance, mais je l'identifie très clairement. Et donc, c'était le jour du double assaut à Damartin, donc à l'imprimerie, et à l'Hypercacher. Et donc, on a fait cette émission en live juste après le double assaut. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai pas du tout envie de mettre mon énergie et mon temps. J'ai pas envie de tourner en boucle sur ces actus-là. Je suis trop sensible pour pouvoir faire ce travail-là. Et par ailleurs, moi, à côté, j'avais commencé à m'engager sur les sujets climat, notamment dans des associations et des projets divers et variés. Et c'est aussi à ce moment-là, du coup, que j'ai décidé que j'allais plutôt aller travailler sur le changement climatique et les manières d'en parler différemment, plutôt que de rester dans l'univers de C'est dans l'air et du journalisme traditionnel, on va dire. Ouais. Et donc là, il y a eu un vrai changement, un premier. Et puis le deuxième gros changement qui a été majeur, ça a été après le Bataclan. Le Bataclan a mis aussi en péril plein de choses, mais notamment le projet qu'on préparait autour de la COP 21 depuis plus d'un an. Et quand la COP 21 a commencé, il y a eu une espèce de gloubi-boulga entre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la crise démocratique, du vivre ensemble, de l'écologie, de ce qui se passait dans mon couple qui allait pas très bien, justement parce que mon compagnon d'alors était pas du tout engagé comme moi et on ne comprenait plus en fait. Et puis c'est pas Ouais. donc j'en peux plus, j'en veux plus. Et donc, en fait, au début de la COP 21, j'ai décidé de le quitter alors qu'on était taxés, que j'avais un appartement avec, en banlieue parisienne, avec un joli balcon, avec un chat. Effectivement, le premier gros changement là, ça a été de le quitter. Et à la fin de la COP 21, de me dire, OK, j'ai besoin de tout réinventer. Donc, je suis repartie de zéro. J'ai envie de faire quoi, comment, avec qui. Donc là, ça a été le début d'une grande période d'exploration qui n'a pas toujours été simple, qui était très chaotique, on va dire, mais où je me suis sentie à nouveau vivante, très fort. Et ça, c'était très important pour moi. Donc, quand je dis exploration, c'est qu'à la suite de ça, c'est aussi là, un peu plus tard, que j'ai commencé à travailler sur les campagnes de crowdfunding, notamment pour un projet qui s'appelle le projet Hermitage, qui est un tiers-lieu d'innovation rurale à côté de Compiègne, en Picardie. Et je suis allée vivre à Lisbonne, puis je suis revenue, je vivais entre Paris et Lisbonne, mais je commençais à sacrément culpabiliser d'avoir un bilan carbone explosé, alors que justement, j'étais extrêmement consciente de la situation et que j'étais en dissonance cognitive et que ça ne me convenait pas. Donc finalement, voilà, il y a eu tous ces... En fait, ça a été des changements à la fois radicaux, quitter le journalisme traditionnel, enfin, dans lequel il pas d'y rester, quitter l'homme avec qui j'étais, avec qui j'avais cette, voilà, donc je répondais à un certain nombre de conventions sur ce que doit être le couple, sur ce que doit être, voilà, une jeune femme active et tout ça. Et ensuite, il y a eu toute cette période de changement plus progressif où j'ai tâtonné, où j'ai essayé des choses, où je me suis plantée aussi, voilà. Pour moi, pour être juste, pour répondre à ta question, il y a eu aussi un changement important aussi au moment où donc j'ai rencontré, grâce à Marie avec qui je travaillais, l'équipe d'Yggdrasil et notamment Pablo Servigne, où là, effectivement, tous ces questionnements sur l'effondrement que j'avais commencé à approfondir, mais qui continuaient d'être très anxiogènes pour moi, j'ai commencé à les voir autrement. J'ai rencontré Mathieu, qui est mon compagnon, chez qui je vis aujourd'hui, grâce à un groupe Facebook qui s'appelle Adopte un collapso, qui partait d'une boutade et qui disait qu'en gros, les gens qui s'intéressaient à l'effondrement étaient mal barrés pour trouver chaussures à leurs pieds. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai rencontré au moment où j'avais déjà décidé de quitter Paris à nouveau pour aller vivre à Bruxelles en me disant je sais pas, je suis pas prête à aller à la campagne, je sais rien faire de mes 10 doigts. Enfin, vous voyez, tu vois un peu le genre aussi. Ouais. Voilà, étant assez intello, travaillant que derrière mon ordi et pas beaucoup les mains dans la terre, j'envisageais pas d'aller vivre à la campagne, pas de permis non plus, bonne parisienne, trentenaire, voilà. Et donc le changement finalement important, ça a été cette mise en mouvement de dire je veux quitter Paris. Là, c'était Bruxelles, mais ça aurait pu être autre chose. C'était Bruxelles parce que
j'avais des attaches là-bas et tout ça. Et ce mouvement, finalement, c'est aussi ça qui m'a permis de rencontrer mon compagnon. Et au bout de quelques mois, en fait, il a des animaux, il a aussi une petite fille qu'il doit voir régulièrement. Donc, en gros, si je voulais donner une chance à cette histoire, il fallait que je vienne régulièrement. Et ce qui a fini par se passer, c'est que, au bout de quelques mois, je suis arrivée avec mes cartons dans le Cantal. Et j'ai largué mon carte bruxellois. Et ça, c'était le départ. J'essaie de faire court, mais c'est important, je pense. C'était le départ encore c'était un nouveau départ dans le nouveau départ. Et d'une certaine manière, il y a beaucoup, beaucoup de chance. Regarde la puce. Il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie aussi à partir du moment où je suis venue vivre ici, la manière dont je travaille, la manière dont je construis mes relations, la façon dont aussi ça a fait le tri dans ce qui était important et ce qui n'était pas. Cette exploration, donc j'en ai parlé un peu au début, elle était au cœur de mon livre, mais que je n'arrivais pas à écrire parce que je ne savais pas finalement dans l'ensemble de ce que j'avais cherché, ce que je voulais raconter et partager. Et puis la rencontre avec Florent Massot et le fait qu'ils soutiennent mon projet de livre, ça m'a beaucoup aidée. Et donc le projet de livre s'est aussi transformé avec cette nouvelle vie ici. Et le livre qui va sortir de là, finalement, est le produit et raconte un peu toutes ces transformations et s'ouvre avec cette scène que je t'ai racontée de Charlie et se termine aujourd'hui, après tout ce processus-là. Donc effectivement, c'est aussi ce qui a motivé qu'on parle de tout ça aujourd'hui, c'est que c'est au cœur de ma vie, que c'est au cœur du témoignage que je veux porter. Et la dernière chose que je veux dire là-dessus, avant qu'on passe à la suite de tes questions et des commentaires de celles et ceux qui nous regardent, c'est que pour moi, en tout cas, la conviction que j'ai, c'est que aujourd'hui porter ce témoignage et porter les portraits aussi que j'ai envie de partager, c'est pour moi une manière d'être engagée. Et c'est pas juste du témoignage, c'est une manière, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est en tout cas ma manière d'une certaine manière de faire ma part aujourd'hui, c'est ça, c'est de venir partager tous ces questionnements et ces transformations qui sont nécessaires, je pense, à plusieurs échelles dans le contexte dans lequel on est. Et d'abord par se transformer soi-même. Alors, je ne vais pas faire la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, parce qu'on l'a pas mal vu. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui pour moi est extrêmement profond, et c'est pas du développement personnel à deux balles. C'est vraiment, pour moi, un engagement. Ouais. Et ce que j'entends là dans ce que tu partages depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, finalement, il y a eu des moments dans ta vie, et le moment le plus fort, c'est là où, voilà, ce que tu nous as raconté là quand tu étais sur ce plateau, où, en tout cas, clairement, il y a eu un gros déclic. Il y a eu des moments dans ta vie où tu t'es senti, t'as senti un malaise, que t'étais pas à ta place, quoi, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait, c'est ça. Alors, comment tu l'as senti? Est-ce que c'était physique? Comment tu dirais? Ce jour-là, c'était extrêmement physique. En fait, très simplement, je n'arrivais pas à faire ce pourquoi j'étais là. C'est-à-dire que mon travail, c'est de choisir les bons invités, de faire une synthèse qui va bien. Et en fait, quand l'animatrice est arrivée, j'avais rien à lui donner de concret. Et là, j'ai vu un décalage énorme parce qu'elle fait du direct, elle fait de la radio, c'est une grande animatrice. C'est Caroline Roux, elle est extraordinaire, elle fait un boulot dingue, voilà. Mais elle était touchée, mais elle n'était pas impactée comme moi, qui ne pouvait plus faire ce pourquoi j'étais là. Et pour moi, ça a été vraiment un moment de compréhension que là, en fait, j'étais pas à ma place. Que d'une certaine manière, je jouais un rôle, je jouais plutôt bien, j'ai bien fait l'affaire, voilà, sinon ils ne m'auraient pas gardée. Mais ça, c'est un truc que j'avais envie de partager, c'est que cette question de l'alignement, elle est centrale chez moi, elle a toujours été. Après, j'ai pas toujours eu les ressources pour identifier la dissonance au moment où elle est là, et surtout pour dire, ok, là il y a une dissonance, je bouge. Ouais, c'est pas grave, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal à certains moments d'être. On évolue, donc le contexte autour de nous évolue aussi. Donc il y a des moments où il y a un décalage. Il n'y a pas besoin de se fouetter pour ça, de se culpabiliser, mais juste qu'est-ce qu'on fait avec. Voilà. Et donc en fait, pour vraiment essayer de répondre à ta question, je pense que ce jour-là, il y a eu un truc qui était physique.
qui était de l'ordre de l'alerte physique de OK, barre-toi de là. Ça n'avait rien à. Enfin, c'est pas du tout contre l'équipe, c'est pas du tout contre. Enfin, tu vois, c'est pas spécifique assez dans l'air. Je me suis dit juste OK, là, je suis pas au bon endroit en fait. Et donc cette mise en mouvement, elle a été très forte à ce moment-là. Après, je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai nourri et que j'ai compris au fur et à mesure des mois qui ont suivi ce fameux changement de vie un peu total où j'ai tout envoyé aux orties et j'ai essayé de me réinventer en gros du début à la fin. C'est justement de me dire, en fait, cette quête d'alignement, elle n'est jamais terminée, puisque en fait, c'est un processus que moi je change en même temps que ma vie change, et ma vie change en même temps que le monde change. Moi, je suis très sensible aux questions de climat, je l'ai dit, mais aussi de féminisme, d'écoféminisme, de modèles politiques, de lutter contre toutes les formes de domination. Et ça, c'était pas présent aussi fort au tout début de ma recherche et de cette quête aussi de moi-même. Et je me suis rendu compte, et on dirait que je pars dans une branche, et au final, je vais quand même revenir à ta question. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce qui crée aussi parfois ce désalignement, cette dissonance cognitive, c'est quand je me retrouvais moi-même prise dans des contextes dans lesquels finalement je jouais un rôle dans ma propre domination. Et là, je me suis dit, OK. Donc, à chaque fois que j'ai identifié des trucs dans les années qui ont suivi où je me sentais dissonante, j'ai bougé. J'ai quitté des équipes, j'ai quitté des projets. Et c'était pas forcément des décisions faciles à prendre, c'était des décisions inconfortables, c'était des décisions parfois pas comprises. Et moi-même, je comprenais pas toujours sur le moment exactement ce qui me faisait prendre cette décision. Simplement, il y a eu un truc qui s'est imposé de plus en plus à moi, c'est que mon corps, en général, il se trompe pas. Et que, alors on dit l'intuition, mais c'est vraiment cette connexion à, en fait, là, il y a un truc qui m'alerte. Et si je ne l'écoute pas, eh ben, je vérifie quasiment à chaque fois qu'en fait, j'aurais dû l'écouter. Donc, ça ne veut pas dire que je ne me plante plus, mais simplement, je me plante un peu moins et un peu moins longtemps. Et que j'essaye toujours d'être attentive et de réajuster d'une manière qui me paraît, ce mot d'ajuster, il est important pour moi. C'est dire, OK, là, avec qui je suis, où j'en suis, ce que je ressens, machin, qu'est-ce que je pose comme choix qui me permet d'être plus alignée. Ouais, super. Ce que je te propose, et après on pourra prendre les questions si parmi les personnes qui nous regardent, vous avez des questions pour Flora, n'hésitez pas à commencer dès maintenant à nous les poser. Mais Flora, je voudrais te proposer un petit décryptage parce que tu m'avais parlé quand on s'était eu au téléphone avant. Tu m'avais parlé d'une évolution que tu avais vécue dernièrement autour de ton groupe Facebook, autour de ton livre, le fait que tu avais fait une campagne de financement participatif pour ton livre sur un sujet précis, avec un nom précis. Il y a des gens qui ont donné de l'argent en fait pour soutenir ton projet de livre. Il y avait une communauté qui était autour de toi sur un thème bien précis aussi. Et puis toi, à un moment, tu as senti pareil. Alors tu nous diras si c'est passé aussi par le corps, mais bon, j'imagine que oui. Mais voilà, en tout cas, tu as senti à un moment que c'était pas juste. Et là, tu as fait un choix qui est hyper audacieux et qui va faire frémir, à mon avis, toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Mais du coup, tu as fait un choix très très fort. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce contexte avant et la décision que tu as prise? Donc, ça va assez bien boucler avec ce que j'ai raconté avant, c'est-à-dire que quand j'ai tout plaqué, j'ai lancé un projet, en sachant pas très bien que je lançais un projet d'ailleurs. J'ai suivi un élan et je me suis dit, je vais faire des portraits de personnalités atypiques. Et j'ai lancé comme ça, j'ai appelé ça Au bonheur des zèbres et je ne savais pas que j'étais en train de lancer un projet, une communauté, un réseau, des événements. Et au fur et à mesure des mois, en fait, ça a pris de l'ampleur. C'était pas mon travail, donc c'est quelque chose que je faisais à côté. Ça a pris de l'ampleur. Il y a eu un projet de livre qui est venu de ça, qui nourrissait aussi du coup, qui était nourri et qui nourrissait la communauté, les événements. Enfin, en gros, j'ai mis dans ce projet tout ce que je sais faire et j'aime faire. Et ça a pris. Parce que ça répondait à un besoin de parler autrement. Donc, quand je dis personnalité atypique, c'est Au bonheur des zèbres, mais
ça dépasse cette question du haut potentiel, en fait. C'est plus nos singularités, nos atypismes, la difficulté qu'on a à se couler dans les moules, à respecter les cadres, notamment de nos institutions sociales. Et donc, en 2018, j'ai fait une campagne de financement participatif. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est ma spécialité. Donc, à un moment, il y avait aussi ce truc de OK, bah, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas pour moi? Donc, à cette époque-là, j'ai levé 13 000 euros pour finaliser l'écriture du livre. Et c'est là que ça a commencé à me poser problème. C'est qu'en fait, j'étais en dissonance cognitive par rapport à ça, puisque d'un côté, le projet avait beaucoup grandi, continuait de me nourrir, et d'un autre, je commençais à voir un peu l'aporie pour moi, enfin l'impasse de ce sujet du haut potentiel, qui pour moi est une clé de compréhension de soi, de la société, du rapport à la norme. Enfin, je ne nie pas le caractère intéressant de cette grille de lecture, mais c'était plus ça dont j'avais envie de parler, au regard de toutes les évolutions dont je t'ai parlé, de tous ces choix, de toutes ces expériences, voilà. Et donc j'ai fait cette campagne, mais en sentant qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai terminé la campagne, ouais, parce que j'ai terminé la campagne, j'étais à moitié cramée. Parce que j'avais tout fait moi-même, j'avais eu un peu d'aide pour le graphisme, mais là où d'habitude il y a quand même une petite équipe, bon, heureusement c'était pas un énorme montant, donc voilà, mais ça m'a quand même demandé beaucoup d'investissement en temps et en énergie. Et assez rapidement après la fin de cette campagne, je me suis dit mais en fait j'ai pas envie d'écrire ce livre. Et là se pose la question assez terrible, quoi, c'est qu'en fait c'est accompagner les campagnes de crowdfunding, c'est mon métier. Je sais que la promesse qu'on fait aux gens, c'est là-dessus que repose la confiance qu'ils nous accordent. Et donc, je me disais comment moi, alors que je suis une spécialiste du financement participatif, je peux ne pas tenir mes promesses. Donc là, c'est enclencher un processus qui a duré assez longtemps en fait, là, je sais pas comment m'en sortir, j'ai plus envie d'écrire, j'ai pas envie, enfin, le projet, il me plaît plus tel qu'il est, il résonne pas, les spécialistes de la douance, ils commencent à me pomper l'air, même si d'une certaine manière, je trouve absolument essentiel ce qu'ils font par ailleurs. Et ce qui s'est imposé à moi, c'est qu'en fait, ce qui était important, c'était pas le haut potentiel, pas le haut potentiel. Est-ce qu'on est trop intelligent pour être heureux? Est-ce qu'au contraire, on a les ressources plus que les autres? Parce qu'il y a quand même deux écoles qui s'affrontent un peu, on va pas rentrer dans le détail. Et finalement, ce qui était important pour moi, c'est au regard de ce contexte que je connais de mieux en mieux sur le climat, sur la biodiversité, sur les inégalités, sur ces formes de domination, ces violences systémiques, qu'est-ce que je peux aller chercher, qu'est-ce que je peux montrer, et notamment ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est cette question de portrait, c'est-à-dire cette incarnation, justement de ces gens qui essayent de faire autrement, d'être autrement, et qui, par des choses parfois très simples et du bon sens, hein, la permaculture, par exemple, c'est un retour au bon sens, justement font quelque chose de leur singularité au service de quelque chose qui est plus grand qu'eux. Ouais. Et là, j'ai trouvé vraiment une clé vraiment importante pour moi. Mon éditeur m'a aussi beaucoup aidé à trouver mes réponses là-dessus. Et alors après, il y a eu tout un moment, et j'essaye de faire court encore, mais voilà. Il y a eu tout un moment où il y a eu la gestation, la clarification. Pour moi, c'était extrêmement clair, mais je n'arrivais pas encore à le partager. Donc, il y a eu ce moment où il y avait toujours une dissonance entre ce qui paraissait sur les réseaux, notamment aux yeux de la communauté et tout ça, et moi, ce que je construisais en back-office un peu. En fait, ça a changé, mais je ne l'ai pas encore dit parce que je ne sais pas encore comment le dire. Ouais. Et là, ça m'a pris plusieurs mois, hein, ça m'a pris presque même une année, enfin voilà, de dire en fait. Pendant ce temps-là, je te coupe, Flora, pendant ce temps-là, toi, tu n'animais quasiment plus au Bonheur des Zèbres, c'est-à-dire que tu n'avais plus l'élan en fait. Alors, j'avais plus du tout l'élan. Du coup, ça commençait aussi à devenir n'importe quoi, enfin des postes un peu tous azimuts, puisque je n'avais pas clarifié non plus une ligne, parce que je ne savais pas où j'allais. Donc, il y a eu tout ce temps où l'écriture était toujours très présente, mais je n'écrivais pas. Donc, je voulais écrire, mais je n'écrivais pas. Et puis, ça s'est
pas mal décoincée, décantée. Quand j'ai dit aussi à mon éditeur, j'ai besoin que tu me donnes une deadline, j'ai besoin qu'on signe un contrat, parce que le contrat moral, ça suffit pas. J'ai besoin de ce côté pratique, concret, qui me met aussi au pied du mur de mes propres arborescences. Et là, il y a quelque chose qui s'est dessiné à partir du mois de novembre de l'année dernière. J'ai vraiment écrit à fond. Et j'ai dit à mon éditeur qui a été assez compréhensif pour accepter le titre que d'une certaine manière j'étais en train d'imposer, qui s'imposait à moi. Et donc j'ai dit, OK, Au Bonheur des Zèbres n'existe plus. Au Bonheur des Zèbres a rendu possible la suite. Et je suis extrêmement reconnaissante à tous les gens qui ont répondu à mes interviews, qui sont venus aux événements, qui ont nourri la communauté. Enfin, je ne nie pas du tout ça, mais je dis juste, en fait, c'est plus moi, ça correspond plus à mon énergie. Et moi, ce que j'ai envie de faire, ça s'appelle Nos Voix de Résilience, donc VOIES, mais il y a quelque chose de la voix aussi, VOIX. Et donc après, ça a été toute cette mise en adéquation, alors que je continue à tâtonner, hein, c'est pas fini. Hein, d'ailleurs, je t'envoyais hier, j'ai enfin dit, au fait, on va parler de ces sujets-là plutôt, et désolée si vous attendez encore la psychologie positive des zèbres, vous la trouverez pas. Et c'est ce tâtonnement et cette difficulté parfois entre le mouvement qui se clarifie à l'intérieur de soi et la capacité d'en parler clairement sur les réseaux, dans la communication, sachant que mon métier, c'est de communiquer. Donc voilà, parfois ça génère des tensions. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'une fois que c'est clair à l'intérieur de moi et que j'arrive à le verbaliser, du coup après j'agis, pas de problème pour agir. Mais tant que finalement il y a toujours cette tension, je suis dans l'incapacité de vraiment transmettre ce qui est en train de se passer. Ouais. Alors ça, c'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant, je trouve, et dont on parle beaucoup dans les accompagnements de la forêt qui pousse. C'est cette question de finalement comment je fais. Enfin, je reformule avec mes mots, hein, Flora, mais comment je fais en fait quand je sens qu'il y a une tension entre ce que je suis en train de faire et finalement ce qui est juste pour moi, et une tension aussi quelque part entre ce qui est juste pour moi et ce que les autres peuvent attendre de moi. Ouais. Et c'était comment pour toi en fait de sentir que peut-être t'allais décevoir des personnes en changeant de sujet de livre et en changeant aussi, en faisant évoluer ta communauté? Parce qu'on est d'accord que la communauté, en fait, t'aurais très bien pu dire, bon bah cette communauté-là, hop, elle reste en jachère et puis je crée une nouvelle communauté, ou faire ce choix de faire évoluer en fait cette communauté. C'était comment pour toi de sentir les attentes extérieures potentielles? C'était très inconfortable. C'était aussi très désagréable parce que j'ai eu des retours, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu des retours pas du tout bienveillants, que mon choix n'était pas éthique, alors qu'au contraire, moi j'avais l'impression de faire ce qui était le plus éthique pour moi, c'est-à-dire dire ce qui est en l'état ne me convient plus et n'est pas juste et j'ai envie d'en changer, et en fait c'est mon projet. Donc, en fait, si vous n'êtes pas content, vous allez faire autre chose, quoi. Et du coup, c'était pas simple. Mais c'est là où tout le travail que j'ai mené pendant ces années d'exploration, et d'exploration y compris spirituelle, voilà, ça a été de dire, mais en fait, ce projet, c'est mon projet, j'y mets de moi, j'y mets de mes tripes, j'y mets de tout. Alors certes, il se construit grâce aux gens et avec les gens, mais voilà, ceux qui me suivent et en fait, d'une certaine manière, ils adhéreront parce qu'ils comprennent aussi cette quête d'alignement qui est à l'origine même du projet. Donc, et ce que je voulais dire et là pour le coup, je me suis perdue dans une branche. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, cette déception possible, un moment, n'était plus aussi importante que le besoin de congruence que j'avais. C'était plus important pour moi de prendre la parole d'une manière qui me paraissait juste, en disant ça va être différent, c'est déjà différent, et en fait c'était déjà différent, j'ai pas osé vous le dire avant parce que j'étais pas prête. Et d'une certaine manière, le regard des autres est toujours important, ce qu'ils en pensent est toujours voilà. Les décevoir, c'est toujours difficile. Je peux partager un exemple. Il y a 2 personnes qui avaient pris une contribution à 500 € pour que je fasse leur portrait dans la campagne de financement, et j'ai pensé à diverses occasions que j'arriverais à faire leur portrait, et puis au bout d'un moment, ça n'avait plus de sens.
puisque j'avais plus le cadre pour le faire, le projet, je m'en occupais plus, enfin voilà. Et donc, j'avais toujours dans un coin de ma tête ce truc de, en fait, il y a quand même 2 personnes qui ont mis en tout 1 000 € dans cette campagne. Et je me sens redevable, j'ai l'impression de les décevoir, enfin voilà. Et donc, il s'est passé un truc qui, pour moi, est super important, c'est que pour la première fois depuis assez longtemps, j'ai eu suffisamment d'argent pour pouvoir revenir vers eux et leur dire, en fait, je voudrais vous rembourser une partie de votre contribution, la majeure partie de votre contribution. Je vous remercie de l'engagement que vous avez pris. J'en prends la mesure et la responsabilité. Et aujourd'hui, je vous dis, je ne suis pas en mesure de tenir l'engagement que j'avais pris envers vous. En revanche, je voudrais vous rembourser. Ils m'ont pas demandé de les rembourser à la même hauteur, voilà. Après, c'était une discussion entre eux et moi. Mais d'une autre manière, par exemple, j'ai négocié avec mon éditeur que les 200 personnes à peu près de la campagne qui avaient commandé le livre puissent recevoir nos voix de résilience à la place d'Au Bonheur des Zèbres, qui n'existera pas. Et là, pour terminer de répondre à ta question, je dois écrire à tous mes contributeurs et à la communauté d'Au Bonheur des Zèbres pour dire, voilà, vous l'avez vu sans doute, ça a changé. Au Bonheur des Zèbres, vous ne le recevrez pas, il n'existera pas. Ce qui va exister, c'est autre chose, c'est la continuité de ça. Et même proposer à celles et ceux qui le souhaitent d'être remboursés si jamais, pour le coup, ça ne collait plus, ça n'allait plus. Bon, en espérant qu'ils ne soient pas trop nombreux à vouloir être remboursés. Mais pour moi, c'est une manière de tenir mes engagements et mes promesses différemment. J'avais promis un podcast dans ma campagne. Le podcast va arriver au même temps que la sortie du livre. Donc, il y a un certain nombre d'engagements que finalement, je n'ai pas pu tenir comme ces portraits. Voilà. Et il y en a un certain nombre aussi que je vais pouvoir tenir bien plus tard que prévu, différemment, mais où c'est hyper important pour moi et d'abord envers moi-même. Il y a cette notion de redevabilité envers eux, mais il y a aussi, OK, j'ai promis des choses, je me suis mise en vulnérabilité, je me suis avancée. Comment est-ce que je peux tenir mes engagements d'une manière qui ne va pas me mettre en risque aussi et continuer de me faire plaisir. Il y a une notion très importante pour boucler la boucle, dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est que tu disais tu n'avais plus l'élan. En fait, ça ne me faisait plus plaisir du tout de m'occuper d'Au Bonheur des Zèbres. Et là, warning, pareil, corporel. J'ai plus envie, j'y vais à reculons, j'ai plus envie de faire des événements parce que ça me pompe de l'énergie, j'ai pas envie d'écrire, en tout cas j'écris à reculons. Et là, moi, effectivement, j'avais des warnings parce que écrire, ça me procure un plaisir depuis toujours qui est incomparable. Il y en a, ils aiment peindre ou ils aiment mettre les mains dans la terre ou quoi. Moi, c'est écrire. Écrire, ça me remplit de joie. Quand je trouve le mot juste, en tout cas qui me paraît juste et beau, vraiment, ça me remplit. C'est même pas facile à décrire avec des mots. Et du coup, tout mon enjeu avec ce projet, ça a été comment je tiens mes engagements en retrouvant du plaisir à faire les choses. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Du coup, ce que j'entends là dans ce que tu me dis, Flora, dans ce que tu nous partages, c'est que finalement, en fait, il y a des moments comme ça où tu sens en fait que c'est pas juste pour toi. Tu sens que il peut y avoir des attentes extérieures. C'est inconfortable à la fois de rester, ça fait flipper en même temps. Ce que j'entends, c'est que ça fait flipper aussi de prendre des décisions parce que là, quand tu dis, c'est quand même un gros truc. Je décide de potentiellement rembourser toutes les personnes qui vont le demander. Bon, alors tu le dis, tu espères qu'elles seront pas non plus trop nombreuses parce que évidemment après il faut pouvoir le gérer. Mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de du courage en fait, du courage de réussir à tenir ta ligne à toi, quoi. Alors sur cette question du courage. En fait, ça peut. C'est toujours compliqué de parler de courage parce que ça peut donner cette impression de prétention, voilà. Mais pour moi, et c'est ça que je voudrais aussi transmettre, c'est que ça me coûte plus de maintenir ce qui est l'inconfort, le truc pas aligné, tout ça, que de faire le saut courageux, finalement. Et ça, c'est extrêmement important. Pareil, quand j'ai rencontré mon compagnon,
j'ai fini par me dire, OK, bah, tu y vas. Et si ça va pas, tu t'en vas. Oui. Et pour moi, c'était inconcevable de risquer de passer à côté de cette histoire. Et Hmm. comme je n'avais aucune garantie qu'elle allait fonctionner. Et, Ouais. et pour Et en même moi, temps, tu te dis qu'il n'y a rien qui est, enfin, à partir du moment où tu prends une décision, il n'y a rien qui est irrévocable et tu pourras toujours continuer à évoluer, à changer, à revenir dessus si demain tu sens que c'est juste pour toi. oui, et puis il y a une autre chose que je voulais dire aussi. Tu vois, j'ai commencé à parler de cette recherche spirituelle, etc., sans être ésotérique. Pour moi, cette quête que j'ai faite aussi d'explorer ma vie intérieure, il se passe quoi à l'intérieur de moi, je ressens quoi, qu'est-ce qui est vraiment important, etc. En fait, je crois que c'est mon moteur aussi aujourd'hui pour agir dans le monde. Et si du coup je ne suis pas alignée avec ça, s'il y a des choses qui dissonnent trop à l'intérieur de moi, je pense Hmm. que mon impact, même minime, euh, dans ce que je fais avec mes différents projets, avec mon travail et tout ça, il sera forcément aussi dissonant, il sera aussi forcément moins fort. Donc, à Hmm. un moment, je me dis, je prends ces risques aussi parce que je pense qu'ils me permettent de, d'avoir un plus grand impact, et que cet alignement plus grand me permette de faire avancer les causes qui comptent pour moi. Et pour moi, ces causes dont je parlais, le climat, la biodiversité, enfin notre reconnexion au vivant, la repolitisation que je pense nécessaire, ce tissage de ma résilience intérieure et de la nôtre, tout ça pour moi, c'est justement, c'est ce que je disais, ça dépasse ma personne. Mais Hmm. l'intuition, la conviction que je me suis forgée, c'est que ça commence par moi. C'est ce truc de Julien Vidal qui est finalement, en fait, super puissant. C'est pas un credo à la gomme, comme je disais, de développement perso. En fait, je pense, le premier ferment du changement. C'est pas, évidemment, qu'il faut pas être, c'est pour ça que je le lis bien, il faut pas être dépolitisé, il faut pas être centré sur son nombril, il faut pas juste s'occuper de soi. Parfois, on a besoin de ça. À certains moments, on n'est pas capable de faire autre chose. Mais ma conviction, c'est ça, c'est que prendre soin de cet alignement-là me permet, en tout cas, de défendre avec plus de vigueur, avec plus de courage, avec plus de niaque, ces causes qui, pour moi, sont importantes et qui nécessitent qu'on monte d'une certaine manière au front. Ouais, 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 ça c'est hyper intéressant, je trouve. Et je vais faire un petit tour dans les commentaires. J'aimerais bien que vous nous disiez pour les personnes qui nous regardent en direct et aussi bah, pour les personnes qui nous regarderont après en différé. Est-ce que ça vous parle, ça, ce que partage Flora? Cette importance elle ressent et que je partage à 100% aussi, de faire des choix à certains moments pour bah, se sentir aligné avec ce qui est important pour nous et puis pour pouvoir mettre de l'énergie, mettre je sais pas du power quoi à fond là, un truc hyper puissant dans les causes qui nous animent profondément. Est-ce que ça vous parle? Alors euh, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, j'ai expliqué tout à l'heure que j'utilise un nouvel outil là pour ce live. Du coup, je vois les commentaires quand ils arrivent, mais alors je ne vois pas qui sont les personnes qui sont là, donc je ne peux même pas vous interpeller en vous disant alors, dis-moi. Donc voilà, dites-nous en commentaire pour que ce soit un petit peu interactif et qu'on puisse échanger aussi autour de cette question. Dites-nous si ça vous parle, si vous aussi vous avez senti peut-être à certains moments dans votre vie, je suis sûre que ça vous est arrivé, des moments hyper inconfortables où vous vous êtes senti pas à votre place, où vous vous êtes dit non mais c'est pas possible en fait, qu'est-ce que je fous là quoi. Et est-ce que, enfin voilà, dites-nous aussi, est-ce que c'est facile pour vous de bouger quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas juste pour vous? Voilà, comment ça résonne pour vous quand Flora explique qu'elle a fait une campagne de financement participative, qu'il y a des gens qui se sont mobilisés, que finalement elle a senti que c'était plus juste. Je trouve que ça c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, donc dites-nous en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis ensuite, s'il y a des questions, on pourra les prendre et puis on arrivera petit à petit à la fin de ce live. Donc Je veux profitez-en. bien, je veux bien préciser un truc, du coup, en attendant les commentaires et les questions. Oui. Il y a une autre chose que j'ai
exploré pas mal, c'est que assez souvent, on oppose la puissance et la vulnérabilité. Et pour moi, en fait, peut-être que je le ressens aujourd'hui, c'est indissociable. Et d'une certaine manière, c'est pas parce que je suis vulnérable que je peux pas être puissante par ailleurs et inversement. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est pas parce que je montre une forme de vulnérabilité que c'est une faiblesse ou une fragilité. Et c'est pas parce que j'assume une forme de vulnérabilité que je peux pas avoir de la force par ailleurs. Euh, et ça fait partie vraiment quand je te parle d'exploration, c'est vraiment ça. C'est comment, en fait, certaines situations m'ont révélé à la fois des vulnérabilités et des forces. Et que justement, ce qui me permet aujourd'hui de faire ces choix de manière plus alignée, c'est aussi d'assumer. Quand je dis assumer, c'est pas forcément me justifier d'eux, mais ça veut dire ça, reconnaître que c'est, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment clé. Et je suis attentive à sentir ça chez moi quand je sens, tiens, là, je me suis mise en situation de vulnérabilité où je suis vulnérable, c'est pas forcément un truc que j'ai recherché, mais c'est. Et inversement, tiens, dans tel et tel type de situation, je me sens au contraire plutôt investie de cette puissance. Donc, juste pour faire une petite distinction qui, moi, me paraît importante, puissance, c'est pas la puissance sûre de la domination, c'est plutôt la puissance du dedans. Hein. C'est une sorcière assez connue des écoféministes qui s'appelle Starhawk qui fait cette distinction. Moi, je veux cultiver mon pouvoir du dedans, pas mon pouvoir sûr. Au contraire, je veux déconstruire toute cette domination. Et il y a pas mal de travail. Pas mal de travail. Ouais, tu m'étonnes. On a Ali qui nous fait un petit commentaire qui nous dit perso ça me parle oui car à dépenser de l'énergie dans des tensions créées par certaines dissonances on en a moins pour les choses avec lesquelles on se sent aligné. Alors moi ça me parle complètement, ça te parle aussi Flora? Ouais. Et il dit donc pas de questions car j'ai l'impression que vous les posez au fur et à mesure et y répondez. Et donc, on a aussi en commentaire Aurore qui nous dit « Personnellement, les notions de courage me parlent beaucoup. J'aime beaucoup ce témoignage. » Merci. Ravie, Aurore, que ça te parle. J'espère que ça parlera aussi à toutes les personnes voilà, qui vont nous regarder, que ce soit en direct ou après. N'hésitez pas, voilà, si vous connaissez des personnes qui de votre point de vue, aurait besoin d'entendre ça parce que je pense qu'en fait, on aurait tous besoin d'entendre ça aussi. Mais voilà, il y a des moments de notre vie aussi où on a besoin aussi de se reconnecter, de se reconnecter les uns aux autres et de se dire, bah en fait, si c'est possible. Enfin, moi, c'est ça que j'aime en fait dans ces interviews inspirantes, c'est que finalement, on est tous inspirants d'une certaine manière. On a tous quelque chose à transmettre et à partager. Et je trouve que voilà, il y a vraiment de très très belles choses là dans ce que tu as partagé aujourd'hui. Il faudrait qu'on t'interviewe toi à l'occasion quand même. Hein. Bah écoute, j'attends l'invitation. En tout cas, ce que je voulais juste dire par rapport au courage, c'est qu'une des origines étymologiques du courage, c'est le cœur. Et en fait, quand je suis connectée à ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut me faire dévier de ça. Et il y a une expression que je trouve belle, en fait, qui, pour moi, le courage, c'est aussi le cœur à l'ouvrage. Enfin, il y a vraiment cette notion-là de cette connexion au cœur, qui est un truc qui est pas mental, qui n'est pas non plus, comme je le disais, totalement ésotérique ou un truc un peu barré, non, qui est un truc extrêmement présent. Enfin, c'est notre centre, en fait, qui nous maintient en vie. Et voilà, c'est juste, je voulais faire cette précision-là pour la personne qui disait aussi que ça lui parlait beaucoup. Voilà, je sais pas si j'ai du courage, en tout cas, j'essaye de mettre du cœur à l'ouvrage. Ah, c'est beau. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, non, moi, ça me parle complètement, effectivement, cette histoire de mettre du cœur à l'ouvrage et de mettre son cœur. Moi, ce que j'aurais envie de dire pour rebondir là-dessus et ce que je dis souvent qui me parle particulièrement, c'est que ben la vie est courte et finalement à quoi on décide de consacrer notre temps de vie, ce temps qu'on a et qui file quelque part, à quoi on le consacre? Est-ce qu'on le consacre à ce que les autres veulent qu'on fasse,
à des formes d'injonction extérieure, ou est-ce qu'à un moment on le consacre à ce qui a du sens vraiment pour nous, et là où en fait on a vraiment toute notre puissance, notre énergie à mettre, et où là ça envoie du bois, quoi. Surtout, je sais que tu étais en train d'essayer de conclure, mais quand même. Surtout que souvent, ces injonctions extérieures sont aussi des projections de notre part, et pas forcément ce que les gens attendent, mais ce qu'on perçoit de ce que peut-être ils attendent de nous. Et là, ça commence à faire beaucoup de suppositions. Là où justement se connecter à ce qui est vraiment important pour nous, bah, ça laisse pas beaucoup de place. Il peut y avoir plusieurs interprétations, mais globalement, si on s'y fie, c'est parti. Ouais. Bon, est-ce qu'on se dit que c'est le mot de la fin, Flora? Moi, ça me va. En tout cas, je suis contente qu'on ait partagé ça. Je disais, si, juste pour terminer, je disais en partageant que je me sentais un peu arrosée, parce que souvent, c'est moi qui interviewe les gens et qui leur tire un peu la moelle comme ça. Et que tu m'as fait parler finalement de choses dont je parle assez peu de manière aussi explicite. C'est un peu ma tambouille interne, le produit de mon écriture. Donc, je te remercie de m'avoir permis d'en parler avec clarté, je pense, même si c'était parfois un peu arborescent. Donc, je te remercie grandement. Bah écoute, avec grand plaisir. C'était vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir t'accueillir ici aujourd'hui et puis te poser ces questions, et j'espère que ça aura nourri voilà toutes les personnes qui nous auront regardé, et puis bah voilà, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez qu'elle peut être utile. C'est vraiment tout l'intérêt voilà de cette interview. Et puis encore un grand merci à toi, Flora, et à toutes les personnes qui étaient là, et puis à bientôt, ici ou ailleurs. Salut. Salut. Bonne journée.